Merci Alicia pour cette bonne introduction. Effectivement, la communication inclusive, on va le voir, hein, c'est pas seulement le point médian, ça intègre vraiment un grand nombre de pratiques avec pour objectif toujours de s'adresser à tout un chacun et ce de façon non discriminatoire. Donc ce sera le sujet de cette table ronde en compagnie de nos intervenants. Donc Alicia Bir, bonjour Alicia, vous êtes formatrice, coach, vous avez créé Rewording, auteur, etc. Autrice, oui, c'est mieux. Si c'est moi qui commence à pas faire du langage inclusif, on est mal. Peyo Hospital, bonjour. Vous êtes directeur artistique indépendant. Et puis aussi graphiste, si je ne me trompe pas. Et Marie Quérel, bonjour Marie. Bonjour. Vous avez... alors peut-être pas. Oui, c'est bon, il marche. Non, c'est bon. Bonjour, ça fonctionne. Vous êtes fondatrice de l'agence OVW et donc vous mettez aussi en exergue et en avant des talents sportifs, féminines, etc. Une première question peut-être pour démarrer cette table ronde. Comment est-ce que vous vous êtes emparée de ce sujet de la communication inclusive? Comment c'est venu? Alicia, commence avec vous. Alors, moi, ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille. Les 10 dernières années, je travaille dans une boîte qui s'appelle Google, que vous avez peut-être dans le radar. Et donc, je travaillais dans les métiers de la communication, notamment digitale, en tant qu'à la fin directrice du planning stratégique. Et je suis un jour tombée sur un livre complètement par hasard qui s'appelle Le ministre est enceinte, de Bernard Cerchiglini, qui parlait de l'épisode historique de la querelle des noms de métiers en France. Donc, c'est le moment où les femmes ministres en ont eu marre qu'on les appelle Madame le ministre. Et donc, je suis tombée dans le vortex de la communication inclusive et du langage inclusif à ce moment-là. Et ce qui m'a intéressée au fur et à mesure que les mois, années ont passé, que j'ai créé mon expertise, c'est précisément d'aller analyser l'intersection entre le langage inclusif dont on va reparler et le domaine de la communication et plus spécifiquement de la publicité, qui est celui duquel je viens. Donc, c'est cette intersection-là qui m'intéresse et que j'analyse aujourd'hui. Peyo. Vous êtes bien entouré, là. Très bien vous allez être chouchouté. Peyo, donc vous, pareil, hein, vous êtes aussi emparé de cette thématique et de cette pratique il y a quelques années maintenant. Par quels moyens est-ce que ça s'est produit ? Alors, du coup, je crois qu'on verra un petit peu plus en détail après, mais c'était à la fin de mes études. J'ai dû écrire un mémoire qui parlait des communautés queer en général pour généraliser. Donc j'ai dû logiquement écrire tout mon mémoire en écriture inclusive et en langage épicène. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important, mais aussi compliqué et une prise de temps et une prise d'énergie. Malgré ça, c'est important et donc c'est nécessaire selon moi, mais je me suis demandé ce qui existait d'autre justement que le point médian pour communiquer de façon inclusive. Et c'est à travers du coup ce mémoire et après mon projet de diplôme que j'ai découvert ça. D'accord, très bien. Et Marie, donc vous avez fondé l'agence OVW, donc avec cette volonté aussi, on le verra tout à l'heure, il n'y a pas que les discriminations de genre, il peut y avoir bien d'autres formes de discrimination contre lesquelles on peut lutter. Pourquoi vous avez eu cette idée? Vous êtes jeune, je commence à vieillir un peu quand même. Moi, pour répondre à la question initiale, déjà je suis une femme, je suis lesbienne et je suis entrepreneuse. En termes de manque de représentation, on est bien, et pourtant je suis blanche, je suis issue d'un milieu aisé, je suis valide, donc c'est des sujets qui de base m'impactent directement, et du coup quand on commence à creuser un petit peu sur le sujet, on se rend compte à quel point les communications qui nous entourent ne sont pas inclusives, à quel point la société n'est pas inclusive. Et c'est quelque chose de très personnel qui m'a mené du coup à créer mon entreprise autour de ces valeurs-là et de prendre des décisions qui ont au cœur de toute mon entreprise les valeurs d'inclusivité, de représentation, etc. Alors c'est vrai que l'inclusivité, c'est quand même un sujet qui reste encore aujourd'hui émergent, qui a vu le jour en 2017, ou dans ces années-là, on va dire. Comment est-ce qu'on pourrait définir, Alicia, l'inclusivité? Qu'est-ce que c'est finalement ? Alors, ce qui a émergé en 2017, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le langage inclusif.
qui est apparue dans le débat médiatique à ce moment-là. Mais c'est une pratique qui est un petit peu plus ancienne et qui aujourd'hui, en effet, se développe. Donc il y a 2 niveaux si on veut vous apporter des définitions claires. La première, c'est le langage inclusif lui-même, qui est pas mal ce dont on parle aujourd'hui, qui peut avoir plusieurs définitions. Moi, celle que j'aime bien, c'est de dire que c'est un ensemble d'attention qu'on va porter aux mots qu'on va choisir pour désigner des personnes, quelles qu'elles soient. Et ces attentions, elles peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des tournures de phrases, ça peut être du choix de vocabulaire, ça peut être aussi le choix des images, et je parle d'images visuelles, mais aussi métaphoriques. Et l'objectif de tout ça, c'est de ne pas perpétuer de stéréotypes et même de déconstruire les stéréotypes et de proposer une représentation de toutes les personnes qui soit équitable, qui soit juste et qui soit positive. Donc le langage inclusif, c'est tout un tas d'outils. On a parlé du point médian dont Peyo a parlé tout à l'heure. C'est un outil parmi toute une palette qu'on a. C'est en fait juste une manière de s'exprimer en français avec tous les outils que vous connaissez déjà, mais qui porte une attention spécifique au fait de ne pas, par exemple, et c'est ce dont on parle beaucoup, parler seulement au masculin quand on parle de groupe mixte. Et c'est la raison pour laquelle moi je parle à titre personnel pas d'écriture inclusive, parce qu'en France, cette expression, elle cristallise beaucoup de tension parce qu'elle est très associée à un des outils, je vais le répéter 50 fois, mais c'est vraiment important, qui est un outil dont on peut toujours se passer, qui est le point médian. Si on prend si on fait un pas de recul, la communication inclusive, c'est comment en fait on va créer des messages qui utilisent l'outil langage, mais qui utilisent aussi potentiellement d'autres outils, comme par exemple les images, la musique, ça peut être différentes choses. Donc comment les messages qu'on va créer eux-mêmes sont porteurs d'inclusion, justement, ont des représentations qui sont diverses. Alors c'est vrai, on peut se faire un petit retour en arrière rapide, mais ça date du XVIIIe siècle. J'ai vu ça en préparant justement cette table ronde. Nicolas Beauzée, donc un grammairien, qui avait imposé donc le masculin qui l'emporte dès lors qu'on a du féminin et du masculin. Comment ça se fait ? Je me suis quand même demandé comment c'était possible que personne n'ait remis en compte ou en cause, on va dire, ce procédé depuis. Alors c'est pas vrai, il y a plein de gens qui ont essayé de le remettre en cause et c'est encore un petit peu plus ancien que ça. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la langue française, on est très focalisé sur l'apprentissage, et notamment à l'école, des règles de grammaire et d'orthographe. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de savoir comment j'écris, quelles sont les règles d'orthographe, qui, soit dit en passant, sont complètement incompréhensibles et illogiques en français, ce qui les rend complexes à retenir. Mais on n'apprend pas du tout une dimension qui est pourtant fondamentale pour cultiver son esprit critique, c'est mais d'où elle vient en fait la langue. Comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à parler comme on parle ? Et c'est vrai qu'on parle beaucoup, on aime bien se gargariser d'être le pays de la langue de Molière, mais en fait aujourd'hui on est incapable de lire Molière dans le texte parce que la langue de Molière n'est pas le français moderne qu'on parle aujourd'hui. On ne saurait pas le lire en fait. Et d'ailleurs, Molière il écrivait comme il l'entendait, il écrivait pas toujours les mots de la même manière dans une même pièce. Donc il faut réapprendre en fait l'histoire de notre langue, et heureusement on a plein d'historiennes et aussi quelques historiens qui se sont penchés sur la question, et en très 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 schématique, il y a eu un moment de bascule qui a été dans l'histoire du français, la création de l'Académie française. Donc c'est pas 18e, c'est un tout petit peu avant, c'est 17e. Et donc cette institution qui a été créée notamment sous l'impulsion de Richelieu pour donner un cadre en fait au français, et surtout pour faire une chose qui est s'assurer de la pureté de la langue française. Donc on voit bien quand on emploie le mot pureté, en fait, que déjà ça positionne un peu quelque part sur il y a ce qui est pur et ce qui est impur. Et l'Académie française, et ça c'est pas de leur faute, c'est aussi le contexte historique et social de l'époque, était évidemment composé uniquement d'hommes, qui avaient aussi un agenda politique d'une certaine manière et un agenda pas très féministe qui était aussi de ne pas nécessairement donner la visibilité qu'elles méritaient aux femmes, notamment à travers les noms de métiers, et donc qui ont par exemple pas recommandé d'utiliser le mot autrice. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis permise de dire que non, je suis pas auteur avec un E, je suis autrice, qui est un mot qui était en usage en même temps que plein d'autres déjà avant l'Académie, et qui avec l'Académie et ensuite des grammairiens comme Vaugelas que vous avez mentionné ou que tu as mentionné, ont contribué en fait justement à façonner le dictionnaire et la grammaire pour aller dans un sens où on a toujours rendu plus invisible en fait la place des femmes, que ce soit dans le vocabulaire comme je viens de le dire, mais aussi dans les règles d'orthographe ou de grammaire, avec cette fameuse règle du féminin qui l'emporte sur le féminin, du masculin qui l'emporte sur le féminin. Désolée, c'est le naturel revient au galop. Qui, par ailleurs, il faut en avoir conscience, est enseigné dans des écoles à plein d'élèves sous une formulation qui est d'une très grande violence. Enfin, juste
dire ça à des enfants de 6 ans, mais si, tu sais, il y a 1000 filles et un petit gars, mais c'est quand même le gars qui l'emporte. On voit bien que ça charrie plein de représentations et de conséquences en fait, qui vont bien au-delà d'un simple accord de verbe. C'est vrai. Alors vous l'avez répété et re-répété, mais vous avez raison. Le point médian n'est pas la seule façon de parler et de communiquer de façon inclusive. Donc point médian, juste, alors j'imagine que tout le monde sait ce que c'est, mais radical plus suffixe masculin, plus point médian, plus suffixe féminin. D'accord. Peyo, alors vous êtes dans l'image, on le disait tout à l'heure, graphiste, directeur artistique. Comment est-ce qu'on fait de la communication inclusive autrement justement que par l'écriture ? Alors, donc avant d'être freelance, j'ai bossé en agence. Et par exemple, selon moi, c'est aussi important de sensibiliser des personnes aussi en agence. Donc ça peut être ses supérieurs ou ses collègues, s'ils ne le sont pas déjà. Donc par exemple, moi j'étais dans une agence qui s'appelle W à Boulogne-Billancourt, qui est une agence de branding et d'architecture, ils font plein de choses. Et voilà, c'est une très grande agence avec beaucoup de hiérarchie, etc. Et l'inclusivité, c'était pas forcément une question qui était là, en tout cas il y a quelques années. Et donc quand je suis arrivé, j'ai essayé un peu d'en parler autour de moi, dans mon agence, etc., à mes boss qui étaient facilement atteignable, on va dire. Et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit, très petit à petit, mais que ça a commencé à naître. Donc pour moi, en fait, faire vivre le langage inclusif, c'est aussi en parler autour de soi pour sensibiliser et que de plus en plus de personnes commencent à considérer ça au quotidien. Alors dans l'agence que vous avez fondée aussi, Marie, OVW. C'est dur à dire, non ? OVW, c'est. Faut pas se tromper. C'est vrai. Vous avez, vous aussi, vous sensibilisez finalement les marques vers plus d'inclusivité. Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour elles ou est-ce qu'il faut les éduquer ? Je pense qu'il y a un gros travail d'éducation, mais pas que des marques, des gens en général, de la société en général. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là aussi pour en parler. Il y a un vrai manque de déconstruction et de formation à ces sujets-là. Donc nous, effectivement, dans les marques qu'on va pouvoir accompagner sur tout ce qui est création de campagnes d'influence ou social media management, on a un rôle d'éducation à vraiment leur expliquer pourquoi on choisit cette représentation-là et pas celle-ci, pourquoi on utilise ce mot-là et pas celui-ci. Après, les marques qui viennent nous chercher, ils viennent aussi nous chercher parce qu'on a cette expertise-là de savoir communiquer de manière engagée et inclusive, et donc ils nous laissent un peu aussi les rênes de leur communication pour justement être plus inclusif que ce qu'il était avant. Mais il y a un vrai travail d'éducation, et quand on a des marques qui viennent travailler avec nos talents, du coup du côté plus influence, nous, nos talents sont tous engagés sur des thématiques sociales assez fortes, et ils sont tous issus de minorités, donc tous inclusifs par nature et par essence, et donc les marques acceptent aussi en travaillant avec eux et elles, d'avoir des communications derrière qui sont par effet de domino inclusives, quoi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi que les consommateurs aujourd'hui poussent davantage les marques à l'être inclusif ? Bien sûr, et même plus que l'inclusivité, comme dans la conférence juste avant, on en a entendu parler aussi, les consommateurs, ils veulent plus d'éthique, plus de transparence, les consommateurs sont plus intéressés par l'écologie qu'avant, par les impacts que les marques qui consomment vont avoir sur plein de sujets, et ça, je trouve ça génial parce que ça montre à quel point, en tant que consommateur, on a un vrai pouvoir sur le marché, et que si on a envie en tant que consommateur de faire changer les choses sur l'inclusivité, la représentation, etc., on peut le faire en faisant comprendre qu'on a envie que les marques qu'on consomme deviennent inclusives, aient plus de représentation, deviennent plus éthiques, plus transparentes, etc. Et moi, je trouve ça génial. Vous êtes seul sur le marché ou est-ce qu'il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui émergent sur ces thématiques ? C'est une bonne question.
Quand j'ai lancé l'agence, je pense, j'ai pas la prétention de tout connaître tout le monde, je pense qu'on était les seuls à s'être vraiment spécialisés sur de l'influence engagée, pas forcément, je prends pas le mot éthique parce que tout le monde ne peut pas être 100% éthique, mais vraiment engagé. Maintenant, on est plusieurs quand même sur le marché. On a des agences qui se lancent vraiment dans la représentation de talents qui sont socialement très engagés et qui partagent ces valeurs et ces engagements-là sur leurs réseaux sociaux. Mais ça reste une minorité encore, je pense, sur la partie vraiment représentation de talents des agences. Après, du coup, il y avait Lauriane juste avant qui a une agence d'influence éthique qui est plus du côté des marques, du coup, qui est responsable, exactement le mot. Et ça, il y en a quand même de plus en plus côté marque. Côté talent, c'est un peu moins vrai d'avoir des agences qui représentent que des talents engagés. Tout à l'heure, vous le disiez, Alicia, vous avez travaillé quand même pour une petite entreprise, Google. À quelle pratique est-ce que vous avez pu être confronté? Est-ce que l'inclusivité chez Google, c'est quelque chose qui se faisait, qui a commencé à émerger quand vous y étiez ou pas? Vous parlez du langage inclusif particulièrement? Oui, alors, j'avais la chance d'être dans une boîte incroyable à plein d'égards, imparfaite mais incroyable, et où les valeurs en fait de diversité, d'équité et d'inclusion sont vraiment ancrées en fait dans la culture de la boîte. Donc ça c'est génial. Et aussi j'ai eu un deuxième avantage, c'est que c'est une entreprise qui encourage beaucoup ce qu'on appellerait l'intrapreneuriat, en tout cas l'initiative personnelle de ce qu'on appelle les Googlers, donc les gens qui travaillent pour Google. Et donc ce que ça m'a permis de faire en fait, c'est de tester en fait quand j'ai commencé à moi faire grandir ma propre expertise sur le sujet, de tester la formation auprès de mes collègues, tout simplement. Donc en fait, j'ai formé en un an et demi à peu près 350 de mes collègues Googlers en France et dans d'autres pays pour des gens qui étaient francophones. Et ça m'a permis aussi de comprendre comment faire de la pédagogie sur le sujet et de réaliser après en demandant du feedback tout simplement aux personnes que j'avais formées pour savoir c'est bien, je vous ai formé, mais encore c'était sur un format très court, mais maintenant vous en gardez quoi en fait? Ça marche pas, vous pratiquez pas? Donc de collecter un truc qui chez nous est très précieux, qui est le feedback. Et donc de se dire, ok, après une formation qui était courte, 1h30, 2 heures, il en reste quoi? Qu'est-ce que vous faites? Et surtout, qu'est-ce qui vous empêche en fait de pratiquer? Donc ce qui était chouette, c'est que ça m'a permis de former les équipes marketing de Google en France qui ont décidé de passer au langage inclusif dans toute la communication, enfin autant que possible la communication corporate de Google France, et notamment le site, si vous allez sur le site thinkwithgoogle.fr qui est un site de partage sur le marketing digital en gros, tout est écrit en inclusif, donc ça c'est vraiment cool, et ça a été d'autant plus facile d'une certaine manière que c'est très aligné avec les valeurs de l'entreprise. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'être une entreprise qui se dit non, je suis hyper inclusive, l'égalité de genre c'est trop important, mais je vais quand même parler que des collaborateurs dans tous mes textes et que des salariés au masculin. Bon, voilà, il y a quand même un disconnect. Donc c'est plus facile de convaincre une entreprise de passer à l'inclusif quand en fait il y a un affichage très manifeste de cette valeur inclusion, égalité de genre. Et la deuxième chose que ça m'a permis de faire, c'est donc de réaliser en fait quelle était la principale barrière à la pratique pour les gens que j'avais formés. Et la principale barrière, c'est la peur. En tout cas, pour ce pool-là de personnes, je ne prétends pas que ce soit parfaitement représentatif, mais ce n'était pas la question de la compétence, parce qu'en réalité, c'est une compétence, comme je dis, vous n'avez rien à apprendre, vous savez déjà tout. Vous avez juste à regarder différemment les outils que vous utilisez déjà au quotidien. C'est pas une question de systématisation, parce que ça peut se faire assez naturellement, ça prend un peu de temps, mais voilà. De l'entraînement, c'est vraiment une question de peur. J'ai peur de mal faire, j'ai peur d'être jugée, de passer pour la féministe de service ou le féministe éventuellement de service, en tout cas la personne engagée dans un climat qui n'est pas forcément accueillant de ça. J'ai peur de passer pour hypocrite. Il y a un homme qui m'a dit non mais moi je suis un homme blanc de plus de 60 ans, je vais pas commencer à parler en écriture inclusive, on va me prendre pour qui? Donc je le dis sans jugement, c'était vraiment son ressenti à lui. Donc c'est vraiment la première barrière, c'est la peur, parce qu'aujourd'hui la pratique du langage inclusif nous met dans une posture qu'on appelle insécurité linguistique. On préfère ne pas faire, on préfère ne pas parler, on préfère ne pas s'exprimer parce qu'on a peur d'être jugé sur la manière dont on s'exprime. Et le point médian, qui est, je le répète 50e fois, un des outils parmi 1000 de la palette des outils du langage inclusif, est très visible et donc très remarquable au sens propre du terme. Et donc c'est celui qu'on va aussi utiliser le moins parce qu'on n'a pas envie de se faire remarquer. On se dit quitte à pas le faire ça, je vais rien faire du tout et puis je vais rester dans mes bonnes vieilles habitudes de masculin générique et puis ça sera très bien comme ça.
Oui, alors pour autant, on pourrait se dire que l'inclusivité pourrait faire partie, surtout qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, de la politique RSE des entreprises, au même titre que l'écologie ou d'autres valeurs tout autant respectables. Quelle place ça occupe, Marie, peut-être par rapport aux entreprises que vous accompagnez? Est-ce que l'inclusivité est vue justement comme une politique de RSE ou juste un engagement, mais qui n'en fait pas partie? Est-ce que vous faites le distinguo? Je pense que c'est pas encore vraiment ancré dans... on l'intègre dans nos politiques RSE. Je pense qu'on est plus axé, les marques sont plus axées actuellement sur intégrer l'écologie et l'éthique, par exemple, de production dans leur politique RSE. Je pense que ça, malheureusement, arrive encore en second plan dans les objectifs que peuvent se fixer les marques sur des sujets RSE. Je ne sais pas ce que, Alicia, t'en penses sur le sujet. Je suis malheureusement d'accord avec toi. Mais voilà, je pense que ça arrive en second plan et c'est un peu, comme on le disait tout à l'heure, on voit que les consos, ils ont envie d'aller vers ça, donc on essaye de tendre vers ce sujet, mais c'est pas encore top 1 dans la liste du RSE, quoi. Ouais, donc il faut continuer à éduquer pour que ça le devienne davantage. Peyo, est-ce qu'on est seulement un communicant quand on veut faire du langage inclusif, ou est-ce que ça peut s'adresser à tout un chacun finalement ? Justement, pour moi, ça doit s'intégrer à tout un chacun. Les communicants et les communicantes, pour moi, ils sont là pour justement spread the word. Diffuser la bonne parole, merci. Diffuser la bonne parole et voilà, rendre ça public et qu'un maximum de personnes le voient et du coup pensent à le faire de leur côté. Mais il n'y a pas du tout besoin d'être dans la communication, ou qu'importe le métier qu'on fasse, pour l'intégrer dans son quotidien, justement. Alors au quotidien, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour davantage l'intégrer ? Quels sont les tips que vous pourriez nous donner ? Ça passe déjà beaucoup par la parole, selon moi. Comme tu as dit, Alicia, c'est pas que par l'écriture. Moi, en l'occurrence, après, je vais parler d'écriture, mais ça parle beaucoup de langage et de parole. Donc il y a le langage épicène dont j'ai parlé tout à l'heure. Une définition rapide, c'est donc utiliser des mots non genrés. Donc au lieu de dire par exemple les hommes et les femmes, on va dire les personnes. C'est quelque chose qu'au début va prendre un peu de temps de réflexion, mais petit à petit, en fait, c'est un apprentissage, c'est comme tout. Et petit à petit, ça va devenir un automatisme. Mais maintenant, je n'y fais plus attention du tout. Et voilà. Oui, ça évite de genrer et de définir la personne en tant que telle. Voilà, pour inclure les hommes, les femmes, les personnes non binaires, tout le spectre possible. Concrètement, Marie, vous, dans l'agence, qu'est-ce que vous mettez en place ? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients, aux entreprises, pour mener des campagnes plus inclusives ? Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand ils viennent nous chercher, en général, ils savent que derrière, ça va être inclusif. Donc, ils n'ont pas trop le choix que d'accepter les propositions, enfin, ils ont toujours le choix, mais que d'accepter des propositions de communication plus inclusives. Et après, comme je disais, ça va être vraiment de la formation, de l'éducation, de la pédagogie. Donc, nous, quand on a des marques qui ne comprennent pas vraiment pourquoi on leur propose telle ou telle chose, on va évidemment leur proposer de leur expliquer, de les former à ces sujets-là, de les accompagner dans cette transition vers quelque chose de plus inclusif. Et je pense que le sujet de la pédagogie autour de ce sujet-là, il est hyper important, que ce soit avec les marques ou même dans notre quotidien. Comme tu disais, utiliser le langage inclusif au quotidien, c'est aussi montrer aux gens et éduquer les gens à ce que ce langage existe et qu'eux aussi peuvent l'utiliser. Et c'est vraiment une question de répétition. On est un peu comme des instituteurs et institutrices en maternelle à répéter des dizaines de fois aux gens. Mais tu sais, tu peux utiliser le mot personne au lieu de homme et femme. Et au bout d'un moment, ça rentre dans les esprits. Et donc, il y a vraiment ce rôle de formation et d'accompagnement qu'on propose, nous, aux clients. Alicia, on a l'impression que finalement, le process pour y parvenir peut être aussi important, voire plus important que les valeurs véhiculées en tant que telles, non ? La volonté d'y parvenir, la volonté de faire de l'inclusif paraît aussi important que le langage, c'est-à-dire que le fait d'y parvenir
Oui, je pense que en fait, pour faire beaucoup de formations et avoir énormément d'échanges en fait avec des gens qui sont pour le coup souvent des professionnels de la communication sur le sujet, l'argument que je citais tout à l'heure des valeurs, il est au centre de la chose parce qu'on peut pas d'un côté afficher certaines valeurs et avoir des pratiques de communication qui sont en désaccord avec ça. Donc, l'exemple que je citais tout à l'heure, et il est sûr que la pratique d'un langage inclusif va être d'autant plus facile. Et encore une fois, je dis pratique du langage inclusif, mais c'est en fait surtout la déconstruction de notre langage non inclusif. C'est plutôt ça, en fait. Encore une fois, vous n'avez rien à apprendre. Vous savez déjà tout. Vous n'avez pas de nouveaux trucs à savoir faire. Vous avez juste à choisir dans tout l'outillage possible du français, qui est très très grand, les mots qui sont les plus précis en fait pour parler des personnes et qui reflètent la réalité. Mais c'est sûr que si vous avez profondément ancré en vous des valeurs qui sont des valeurs d'égalité ou d'équité et d'inclusion, cette déconstruction, et le mot même en fait de déconstruction va être plus évident pour vous que si vous êtes une personne peut-être extrêmement privilégié. On va prendre l'épitome du privilège, le fameux homme blanc de plus de 50 ans qui est dans une situation de pouvoir où en fait son quotidien n'est pas du tout impacté en fait par rien de tout ça. Et il faut quand même dire une chose, c'est que fondamentalement, si on fait ça, si on passe du temps à éduquer, à dire c'est important d'avoir un langage inclusif, c'est pas parce que ça nous fait plaisir. C'est pas juste une question de valeur. Et ça, c'est vraiment important. C'est une question de justice sociale, mais c'est surtout une question d'impact. Si on utilise le masculin en permanence pour parler de tout le monde, on invisibilise concrètement les femmes notamment, dans le cerveau des gens. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des 50 années d'études scientifiques qui ont démontré, si je vous dis citez-moi 3 musiciens célèbres, vous allez me citer essentiellement des noms d'hommes, même si musicien est censé pouvoir représenter aussi bien des femmes que des hommes. C'est pas une question de valeur, c'est pas une question d'idéologie, c'est une question scientifique. Et je passe mon temps, moi, beaucoup, justement, à avoir ces discussions-là avec des gens, à leur dire « Ok, tu peux être d'accord ou pas d'accord avec moi, tu peux même être à un complètement autre bord de l'échiquier politique que moi, mais soit tu crois à la science, soit tu la crois pas. » Bon, après, si c'est des gens qui pensent que le GIEC sont des charlatans et des charlatanes, moi je peux rien, je vais pas avoir de discussion avec ces personnes, mais si la science veut dire quelque chose pour toi, alors tu dois comprendre que c'est pas juste une question, encore une fois, d'idéologie, mais d'impact. Et on parlait tout à l'heure de RSE, et un des éléments en fait de la RSE notamment, c'est comment avoir des équipes diverses. Comment est-ce que je recrute pas que des hommes ingénieurs, mais aussi des femmes et tous les métiers en fait. Comment j'ai une bonne mixité, une bonne égalité de genre dans les métiers. En fait, quand tu écris pas ton offre d'emploi en inclusif, et notamment quand tu l'écris que au masculin, on sait, on a quantifié, on a mesuré que les femmes postulent moins. Donc, c'est même pas une question de est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord. C'est est-ce que tu veux avoir au moins dans les candidats et les candidates un nombre de femmes qui correspond en fait à la réalité des métiers et des différentes branches professionnelles. Et ne pas le faire, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est pour ça que la RATP le fait, c'est pour ça que la SNCF le fait, c'est pour ça que les métiers de la sécurité le font, c'est pour ça que les métiers de l'automobile commencent à le faire. Donc, c'est pas un hasard et c'est pas juste une volonté ou une valeur qui émerge comme ça. Alors pour autant, on va revenir dessus. Peyo, vous le disiez tout à l'heure, vous avez quand même écrit tout votre mémoire en langage inclusif. Je ne sais pas, ça a été facile ça? Et après, à la lisibilité, est-ce que ça a été simple aussi? Alors justement, c'était vraiment mon introduction au langage inclusif. Avant ça, je ne m'étais pas trop posé la question. Et donc j'ai surtout utilisé le point médian. C'était effectivement l'outil le plus connu. Donc voilà. Après, je me suis renseigné au fur et à mesure de l'écriture du mémoire sur les autres outils. Et donc du langage épicène également. Donc c'était principalement mes 2 outils favoris, on va dire, pour l'écriture. Et donc le processus n'était pas compliqué. Il fallait surtout réfléchir en fait à chaque terminaison genrée ou même des mots qui sont genrés, autres que des terminaisons, à les remplacer ou à prolonger le mot du coup avec l'écriture inclusive. Et c'est surtout un gros travail de relecture. Beaucoup de relecture à faire du coup si on veut bien faire les choses et ne pas oublier des coquilles par-ci par-là. Et voilà, donc ça c'est en termes d'écriture et de processus. Après, en termes de lisibilité, ça va dépendre de beaucoup de gens. On va parler d'une étude juste après, mais ça dépend de sa sensibilité déjà, sensibilisation à ces sujets-là. Si on est totalement étranger ou pas, ça va être plus ou moins compliqué. Après, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est beaucoup de volonté et que la lisibilité
reste accessible. Après, c'est plus l'interprétation qui est parfois un peu bancale si on s'y connaît pas du tout. Mais le sens des phrases reste limpide en général. Alors, vous avez quand même, après, créé un langage inclusif en tant que tel. On va regarder peut-être ce que vous avez mis en place. Alors là, c'est ce que vous, ça c'est l'écriture que vous avez. Ouais, exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que vous pouvez nous lire déjà la phrase? Alors, moi ou le public? Le public peut-être. Qui se lance? Je sais pas s'il y a des volontaires là. Je vois des têtes qui disent non. Non. Si. Bon, après là justement c'était le principe de cette slide là donc que j'avais mise à mon oral de projet de diplôme. Donc ça c'est mon projet de diplôme qui s'appelle TypeSafe comme vous le voyez en haut. Donc c'est une typographie inclusive. Donc j'ai répertorié en gros tous les mots qui avaient besoin de, en tout cas possible dans le temps imparti. Je pense qu'il y en a que j'ai loupé, mais des terminaisons beaucoup, ou aussi d'autres mots comme on voit avec mec et meuf par exemple, où c'est pas seulement la terminaison, et où donc on voit les lettres qui fusionnent pour créer une terminaison ou un mot qui est genré de façon égale des deux côtés, et comme mon et ma aussi. Donc là, c'est particulièrement un peu indigeste parce que le principe de cette slide, c'était de montrer un maximum de glyphes. Donc les glyphes, c'est les lettres fusionnées sur une même page, mais dans un texte, d'un livre ou d'un roman, etc., ou sur un site web, on n'aura jamais autant de glyphes inclusifs sur une même phrase. Donc ça rend la chose beaucoup plus digeste. Là, c'est fait exprès. Voilà. C'est fait exprès pour qu'on ne comprenne pas. Alors, écriture inclusive. Là, vous nous avez justement parlé aussi de la question de la lisibilité, c'est ça? Ouais, exactement. Donc là, c'est une étude qui ne vient pas de moi, c'est d'une collective qui s'appelle Bye Bye Binary, qui est un peu les pionniers, les pionnières en tout cas, selon moi, de l'inclusivité dans le terme de communication. Et voilà, elles font beaucoup de workshops, beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes et des moins jeunes, dans plein d'endroits différents. Et donc là, c'est une étude qui a été faite donc par une des membres de la collective, qui répond à une des questions les plus posées et souvent qui vient en contradiction au langage inclusif. Donc c'est oui, mais les personnes qui sont atteintes par des troubles dyslexie ou autres, ça peut poser beaucoup de problèmes. Voilà, on a peut-être totalement un nouveau langage à apprendre. Et donc ça, c'est une étude qui a été faite. Si on peut passer à la slide juste après. Voilà. Là, on retrouve les 3 questions principales. Donc, l'écriture inclusive est-elle lisible pour les personnes dyslexiques? Quelle forme d'écriture inclusive pose des difficultés de lecture et pourquoi? Et si des difficultés existent, sont-elles un frein à la compréhension d'un texte? Donc, c'est ce qu'on disait par rapport aux mémoires également. Et donc voilà, ça c'était un des exemples qui a été posé donc à un panel de 400 personnes, la moitié ayant des troubles 10 et la moitié n'en ayant pas. Et parmi toutes ces personnes, il y avait différents niveaux de sensibilisation à l'inclusivité pour avoir vraiment un panel très différent. Et donc voilà, on avait plusieurs listes de phrases assez courtes comme ça qui généraient des terminaisons inclusives et qui utilisaient les différents outils, donc langage épicène, glyphes inclusifs comme ma typographie ou le point médian, par exemple, avec des typographies différentes aussi pour avoir des formes différentes, donc plus ou moins complexes. Et donc là, ça va être juste après. Ah non. Bon. Résultat, je vais vous le dire vocalement. Je vais vous le dire vocalement. Non mais c'est pas grave. En gros, il y avait un camembert, un schéma qui montrait les résultats de cette analyse. Et donc, il montrait que 92% n'avaient eu aucun problème de compréhension totale du texte. Et il y avait donc 7% qui avaient eu des difficultés à la lecture, mais qui avaient compris le sens de la phrase. Et après, 1% qui ne comprenaient vraiment pas du tout le sens du texte.
Donc voilà, Donc c'était plutôt favorable finalement. C'était très favorable, et la conclusion de cette étude, c'était surtout, donc c'était les mots d'un homme, en l'occurrence, qui faisait partie du panel des 10, qui disait, si on m'avait appris en fait le langage inclusif avec mes séances d'orthophonie, comme pour le reste de l'alphabet français, j'aurais pas eu de problème aujourd'hui lors de l'étude à déchiffrer ça. Donc en fait, la clé, c'est l'apprentissage, comme on apprend à lire et à écrire quand on est petit, ou si on apprend une autre langue, peu importe notre âge. C'est l'apprentissage avant tout, et un peu de volonté, et voilà. Vous avez même créé un fichier qui peut être téléchargeable et qui peut aider à écrire de façon inclusive, c'est bien ça? Ouais, c'est le fichier, donc ma typographie TypeSafe, qui est disponible. Faut me contacter pour l'avoir. Je sais pas si on l'a la vidéo. Si, super. Ouais, donc c'était la vidéo bande-annonce. Ouais, petit warning pour les épileptiques. I am. It's not who do you think you're dealing with. No, cause you're not dealing with. There's no deal. It's just real on my side. Speak for yourself, states. 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 Deal, a record live and taste. What's it gonna take? I can be sexy, a record be sad and bad. Just like a sweet, what a treat it is to be non-binary, my chérie. Bitch. Effectivement, faut pas être épileptique. Mais tout le monde est encore debout, tout va bien. C'est bon. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cette TypeSafe? Quel est l'objectif? L'objectif premier était mon projet de diplôme, donc avoir mon diplôme de master. Oui, c'est un premier bon objectif. Voilà, c'était un premier objectif. Après, atteint, effectivement. Et donc aussi, c'était pour cultiver ma créativité au niveau de la typographie, qui était quelque chose que je commençais à explorer vraiment à ce moment-là. Et donc ça découlait directement de mon mémoire. C'était une sorte de solution que j'essayais d'apporter, comme beaucoup d'autres gens à ce moment-là. En fait, quand je l'ai commencé, le projet, j'ai été un peu doublé par une autre personne qui s'appelle Tristan Bartolini, qui est un étudiant qui a été primé pour son projet de typographie inclusive. Et après, c'était pas exactement le même concept, parce que du coup, entre-temps, j'ai redirigé pour qu'il y ait un peu d'innovation quand même dans mon projet. Lui, c'était une théorie sur laquelle il aurait créé un algorithme qui s'adapte à des typographies déjà inclusives, donc comme un plugin qu'on met sur un fichier d'une typographie, pour que ça nous propose automatiquement des glyphes inclusifs quand il y en a besoin. Et donc moi, je crée directement une typographie qui est directement conçue pour ça. D'accord. Et donc là, le fichier peut être téléchargé par tout un chacun, c'est ça? Ouais, il faut me contacter. On le trouve où? Il faut me contacter sur mes réseaux pour le faire. Voilà, je n'ai pas encore trouvé de plateforme de diffusion. J'en ai déjà contacté plusieurs, mais qui n'étaient pas forcément partantes. Mais voilà, je continue à chercher, et entre-temps, il faut me contacter sur mes réseaux pour l'avoir. Voilà. D'accord. Alors, vous l'avez dit 2 fois, le mot innovation, c'est vrai que c'est intéressant. Alicia, est-ce qu'on peut dire qu'on est sur de l'innovation avec la typo, notamment la typo inclusive? Ouais, alors c'est hyper important comme question. Je voudrais juste qu'on prenne 2 secondes pour apporter un tout petit peu de précision à un truc. Il faut juste faire attention, parce que le langage c'est Mandala, à la précision des mots qu'on emploie. On a la communication inclusive, je vais utiliser mes mains, ça va être plus facile. On a le langage inclusif à l'intérieur, et dedans on a l'écriture inclusive, et c'est-à-dire précisément les formes d'écrit en fait qui vont mobiliser des outils pour rendre visible. Là, on parle beaucoup de la question de genre entre les hommes et les femmes. À l'intérieur de l'écriture inclusive, vous avez la ponctuation. Dans la ponctuation, le point médian, donc voilà. Et à l'intérieur de l'écriture inclusive, vous avez des typographies inclusives, qui est exactement ce que Peyo vient de vous montrer. Donc je veux juste qu'on remette ça bien dans
dans ces petites poupées russes d'une certaine manière, parce que si on parle de langage inclusif pour parler d'une typographie, ça crée en fait comme une espèce de bulle à côté. C'est comme si on avait le langage de la typographie inclusive, le langage du point médian, le langage... Non, tout ça en fait c'est une seule et même chose. Et en fait on pourrait même dire c'est du français inclusif avec différents outils. Donc je le dis parce que je veux simplement éviter que les gens se sentent noyés sous une forme de complexité. Et moi, ce que je trouve très créatif et innovant et beau justement dans cette typographie, c'est une forme en fait de typographie inclusive qui est un outil parmi plein, qui est pour moi vraiment ce qu'on fait de plus intéressant dans le domaine de l'expérimentation et de l'exploration. Et d'ailleurs, c'était un travail de recherche en fait dans le cadre de tes études. Et il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui qui sont de l'ordre de l'expérimentation. Les typographies inclusives, ça en fait partie. Vous connaissez peut-être une artiste qui s'appelle Tiffany Day qui utilise ce qu'on appelle la féminine universelle. Donc elle parle tout le temps au féminin, mais c'est une expérimentation artistique. On a des expérimentations de grammaire avec une personne qui s'appelle Alferat, qui est chercheur et qui a inventé une grammaire neutre. Donc ça, ce sont des expérimentations. Mais comme toute expérimentation, elle n'est pas vouée aujourd'hui à être adoptée massivement par l'intégralité des personnes. En revanche, elle pousse en fait la conversation et elle pousse l'intérêt des gens à aller explorer des choses qui peut-être dans 5, 10, 20, 30 ans deviendront plus conventionnelles. Donc ça, je pense que c'est déjà important de se le dire. Si on regarde sur le présent, sur les aspects les plus évidents et les plus facilement accessibles du langage inclusif qui sont tous les outils que je vous ai dit, je pourrais vous montrer des exemples, le point médian, etc. Moi, je trouve ça très intéressant du point de l'innovation pour 2 raisons. D'abord, c'est que ça booste la créativité. Concrètement, écrire en inclusif ou parler en inclusif, ça force, et en termes de communication, c'est intéressant, à prêter attention et à réfléchir pour de vrai à ce qu'on veut dire et à qui on veut le dire. Quand je dis le directeur s'est adressé aux étudiants sur un ton amical, qui sont les étudiants ? On ne sait pas. Est-ce que c'est que des hommes ? Est-ce que c'est des hommes et des femmes ? Il y a un problème de précision du message. Là, concrètement, je ne peux pas savoir. Il y a une ambiguïté que je ne peux pas résoudre sans contexte. Quel est le message que je veux dire et à qui je veux le dire ? Si je parle à des femmes et que j'organise un salon comme il existe, Go Entrepreneur, eh bien, on sait, des études scientifiques ont démontré que les femmes se sentiront moins concernées par un événement qui est fait pour les entrepreneurs si ce sont des femmes, plutôt que si c'est un salon, même sur l'entrepreneuriat ou entrepreneur ou entrepreneuse. Donc ça, c'est la précision du message, la créativité. Donc ça nous force à sortir de nos rivières de pensée, c'est-à-dire des automatismes qu'on a acquis en communication de manière générale, pour se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment dire et à trouver des alternatives. Et la deuxième raison, c'est que c'est aussi une forme d'innovation sociale, en fait. Et donc, j'ai eu cette épiphanie dans le train hier en venant, en lisant, en fait, la définition d'une innovation sociale. Ses caractéristiques, c'est on va changer une pratique habituelle pour changer une situation qui nous semble pas fonctionner du point de vue social. Bon, en l'occurrence ici, si on est sur représentation des femmes, égalité de genre, ça fonctionne pas aujourd'hui. Hein. Désolée, mais on n'est pas encore arrivé à l'égalité, on est très très loin. Assez loin. Et donc, on change une pratique habituelle, notre manière de nous exprimer, pour changer cet état de fait. En passant par différentes phases, donc ça va être émergence, et là c'est un peu le cas dans lequel on est, expérimentation, qui est exactement ce que tu viens de démontrer, après diffusion, évaluation, on n'en est pas encore tout à fait là. Et la dernière chose, c'est que c'est beaucoup porté par certains acteurs et actrices de l'écosystème qui sont un peu toujours les mêmes. Les assos, les marques engagées, les cercles militants, aussi les endroits qui sont politiquement situés plus à un endroit qu'à un autre, et vous savez très bien où. Donc c'est très clairement pour moi une innovation sociale, le langage inclusif, qui a un mérite incroyable, c'est que c'est complètement gratuit. Alors vous le disiez aussi, ça permet d'être plus créatif et donc de se distinguer d'autant plus. Marie, donc vous, avec votre agence, vous appuyez aussi sur des talents féminines, sportives. Qu'est-ce que pas que féminines, parce qu'on est inclusif. Oui, pas que féminines évidemment. Alors qu'est-ce que ça apporte et quels sont les exemples concrets de campagnes menées justement que vous pourriez nous donner ? Effectivement, du coup, je pense qu'on a des petites slides. Je vais pas toutes et tous vous les présenter, mais du coup, nous, on est sur plusieurs thématiques. On a du body positivisme, donc ça va être de la représentation et de l'inclusivité qui va aller à l'encontre des injonctions de beauté et des dictats, des règles de beauté qui sont souvent données aux femmes. On va avoir aussi des talents qui vont être plus sur un mode de vie éthique, de l'écologie. Donc là, c'est pas vraiment de l'inclusivité, c'est plus de l'engagement. On va avoir aussi des personnes qui vont parler santé mentale, qui est aussi quelque chose d'assez important
dans l'inclusivité, parce que quand on a peu de représentation et qu'on est peu inclus dans la société, ça impacte beaucoup la santé mentale. Donc les minorités il y a un vrai enjeu de santé mentale sur les personnes issues des minorités. On va avoir les talents de société. Je me suis mise dedans parce que je suis aussi créatrice de contenu dans mon agence, donc voilà. Donc nos sociétés, donc ça peut être, on en a encore après normalement sur la société, donc tout ce qui est enjeux féministes, questions LGBT, etc. Donc c'est assez large et assez varié. Et j'ai oublié la question initiale que tu m'as posée. Non, je disais, est-ce que ça permet d'être plus créatif ? Ah oui, moi je rejoins Alicia à 200%. En fait, à partir du moment où on sort de tout ce qu'on a déjà l'habitude de faire, de tout ce qu'on a déjà l'habitude de voir partout, on devient libre en fait de représenter les choses différemment, de jouer avec les représentations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et effectivement, enfin pour moi c'est le graal de la créativité en fait, l'inclusivité, parce qu'on va pouvoir réinventer les représentations qu'on a toujours eues, réinventer les manières de communiquer, etc. Plutôt que de juste suivre tout ce qu'on a l'habitude de faire depuis toujours, quoi. Donc ouais, carrément. Donc il y a des marques aussi, j'imagine, avec lesquelles vous êtes plus enclin à travailler que d'autres. Ah bah ouais, quand même. Ouais. Non mais parce que inclusivité, j'ai le sentiment que ça va regrouper d'autres valeurs de façon juste logique derrière. Oui. Notamment par rapport aux petites vidéos. Je vais montrer les vidéos parce que je trouvais qu'elles étaient assez parlantes. Si on peut lancer peut-être ces petites vidéos. Pourquoi sur... vous ne me voyez jamais en jean? Parce que je trouve que c'est une pièce qui n'est pas du tout confortable pour le quotidien, donc je n'en porte quasiment jamais. Du coup, Auchan m'a mise au défi de tester leur jean Eco Wash in extenso, qui est à la fois éco-conçu et spécialement pensé pour le confort. Je suis donc allée chercher le modèle idéal pour moi, afin qu'il me dure dans le temps, et je suis partie sur la coupe flair et du bleu clair. Je note l'effort sur l'économie d'eau et les fibres recyclées. Il est hyper bien coupé, je suis assez surprise. On va lui faire passer quelques tests. Test 1, en plus de la pizza de ce midi, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Test 2. Plus sérieusement, j'ai fini ma journée avec et c'est vrai, je l'ai pas senti. Du coup, je l'adopte comme exception dans mon dressing. Mon maquillage ressemble à celui d'une enfant de 10 ans, n'est-ce pas? Et pourtant, moi-même, à 10 ans et plus, je ne cherchais pas à me déguiser, mais à me cacher et me vieillir afin d'être aimée et acceptée. Dove a découvert qu'un enfant sur 4 âgé entre 10 à 17 ans se sent jugé par l'apparence de sa peau. Ce qui malheureusement ne me surprend pas. Parce que la quantité de contenu proposé sur les réseaux sociaux aujourd'hui expose les jeunes filles à des produits de soins anti-âge. Alors aujourd'hui, c'est à nous de protéger nos enfants en leur montrant que leur visage, c'est une toile pour s'amuser, créer, développer leur imagination sans complexe et préoccupation pour leur peau. Et non, elles n'ont pas à s'inquiéter pour leurs rides. Personnellement, je n'imagine pas dire à ma nièce de 10 ans de s'inquiéter pour ses rides. C'est une préoccupation totalement absurde. À cet âge-là, la joie, l'apprentissage de soi, l'amusement, ça doit être au centre de tous les intérêts d'un enfant. Dove travaille avec des experts qui aident des parents et des soignants pour aider à naviguer dans ce type d'échange de conversation avec leurs enfants. Pour en savoir plus, je t'invite à aller voir le TikTok de Dove directement. Et je te rappelle ici qu'on a la grande responsabilité, encore une fois, de protéger nos enfants et de les garder dans la joie et l'amusement. Donc là, on le voit, hein, il y a un vrai message que fait passer cette influenceuse, notamment par rapport à ce dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, où les marques vont essayer de trouver pour cible les jeunes filles, parce qu'effectivement, à 10 ans, est-ce qu'on a besoin de produits de beauté? Peut-être pas. Donc pas du tout, ça, oui, je ne pense pas non plus. Donc ça, effectivement, c'est le type de campagne que vous êtes amené à mener. Ouais, exactement. Avec nos talents, du coup, vu que c'est des talents qui sont par essence engagés, on a des campagnes de ce style-là. Après, il y a plein de choses aussi que je peux pas vous montrer sur des slides. On a aussi beaucoup de marques qui viennent chercher nos talents pour des interventions, pour de la formation auprès de leurs équipes ou pour des événements, pour faire des tables rondes comme on fait ici, pour faire des interventions, etc. Juste après, je sais pas s'il est déjà dans la salle, mais j'ai un de mes influenceurs qui vient intervenir sur une table ronde pour raconter
ce que c'est d'être influenceur quand on est une personne trans, noire et qu'on a une exposition sur les réseaux, et ça implique beaucoup de choses qu'il saura mieux vous dire que moi. Mais voilà, on a aussi beaucoup de choses qui se font pas sur le digital, et on vient chercher nos talents pour une expertise, pour justement intégrer de l'inclusivité, de l'engagement dans des campagnes plus en physique. Alors vous le disiez effectivement très bien aussi tout à l'heure, Alicia, la cible est importante. C'est les bases un petit peu de la communication effectivement, mais qui est-ce qu'on souhaite toucher ? Donc j'imagine que votre public, Marie, est pas le même, en tous les cas est assez spécifique. Du coup, ouais, il est assez engagé et après, chaque talent à l'agence va avoir une spécificité. Par exemple, la première vidéo que vous avez vue, c'était plus axé sur de l'écologie. Donc, évidemment, son public, à Lorraine, va être plus axé sur la recherche d'éthique, de transparence dans la production, dans l'écologie. Le public d'Harmonie que vous avez vu en deuxième va être plus axé sur le body positivisme, sur l'acceptation de soi, sur la représentation des corps gros, par exemple. Voilà, donc on a des publics qui sont complètement différents d'un influenceur ou d'une influenceuse à l'autre, mais ça reste des thématiques quand même très engagées, donc des publics qui sont aussi en recherche de cette représentation et de cette inclusivité. Alors c'est ce que vous faites aussi en vous amusant un petit peu, Alicia, quand vous relevez les campagnes que vous êtes amenée à voir. On en a là quelques exemples, je crois. Oui, alors, si vous pouvez peut-être nous les commenter. Ouais, en fait, moi, ce que j'adore, c'est prendre en photo les pubs qui sont dans l'espace public. Pourquoi ? Parce que c'est très intéressant d'ailleurs ce que tu viens de dire sur les cibles, parce que en digital, on va avoir tendance à être exposé à du contenu qui déjà en fait est arrivé à nous pour une certaine raison, soit parce qu'on suit en effet cet influenceur ou cette influenceuse, ou parce que nos affinités ont fait que l'algorithme va nous proposer un truc qui correspond déjà à ce qu'on cherche. Ce que je trouve magique avec la publicité dans l'espace public, c'est qu'il n'y a pas de ciblage, ou très 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 peu, en fonction éventuellement des endroits où on est. Et donc tout le monde en fait est exposé à la publicité dans l'espace public. On est exposé, on n'est pas obligé de regarder des films, de lire des livres, mais la pub en fait on peut pas tellement ne pas y être exposé. Et donc moi ce que je fais, c'est que je prends la publicité comme exemple, pas nécessairement pour pointer du doigt les marques, parce que certaines fois en effet c'est très problématique, d'autres fois c'est simplement impensé, on n'y a juste pas pensé, mais juste comme illustration concrète de ce qu'on peut faire en fait avec le langage inclusif. Par exemple, Monsieur Bricolage, vous allez enfin pouvoir exprimer vos talents de bricoleur. Ici, on aurait pu dire exprimer vos talents de bricolage. Exactement le même message, exactement le même nombre de caractères. Pas qu'aujourd'hui ça change quoi que ce soit en termes de prix d'impression, mais ce que je veux dire, c'est que là, on avait une opportunité très simple de ne pas renforcer le stéréotype de l'homme qui bricole, puisqu'on sait qu'en l'occurrence, le DIY est très pratiqué par des femmes aussi. Donc ça, c'était une version simple. Ici, vous avez deux pubs qui sont intéressantes. Une pub d'Uber, jamais seul, toujours accompagné. Là, c'est pas un point médian, c'est un point final, mais en tout cas, l'idée, c'est la même. C'est utiliser la ponctuation pour dire qu'on parle bien pas que aux hommes, mais aussi aux femmes. Tout à l'heure, je vous parlais de précision du message. Si on l'avait écrit différemment, si on avait écrit toujours seul au masculin, jamais seul, toujours accompagné au masculin, moi, il y a un truc qui m'aurait choqué, c'est que concrètement, la fonctionnalité dont on parle, elle n'est pas tellement faite pour les hommes. C'est les femmes qui ont peur de rentrer chez elles le soir, c'est pas les hommes. D'ailleurs, peut-être que des hommes auraient vu ça et n'auraient pas nécessairement pensé que l'aspect en fait mis en avant ici, c'est celui de la sécurité. Et donc ici, ce que je trouve bien, c'est qu'en utilisant une formulation inclusive visible, avec ce point, Uber nous dit, on a compris, on a pensé en fait. C'est une fonctionnalité qui est pour les femmes, mais qui potentiellement peut aussi être utilisée par les hommes, parce que comme ça, vous dites à votre compagne ou votre compagne quand est-ce que vous arrivez, pourquoi pas. Et donc, ça montre bien qu'on y a pensé. C'est une manière très concrète de signaler visiblement à travers la publicité qu'on y a pensé. Et de l'autre côté, on a derrière nos artichauts, il y a des maraîchers. Et en fait, ça c'est omniprésent dans la publicité. On dit quasiment toujours les métiers au masculin, sauf récemment où on parlait de l'aide ménagère, de l'institutrice de l'aide aux devoirs. Bref, dans une campagne hyper sexiste. Suivez le compte Pépite Sexiste si vous voulez en être abreuvé malheureusement, mais souvent les noms de métiers sont dits au masculin. Les maraîchers, c'est 30% de maraîchères en fait. Donc c'est dommage de pas aussi profiter, et surtout quand on a une marque qui se dit engagée, de la surface qu'on a en termes de publicité quand on fait des campagnes d'affichage, pour ne pas aussi rendre visible et représenter justement en fait les personnes qui font ces métiers. Je sais plus ce qu'il y a. Alors il y en avait d'autres effectivement.
rapidement, si on veut pouvoir donner la parole après à la bien salle. sûr. Là, concrètement, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un exemple très concret de ce que je vous disais sur le recrutement. Si vous voulez engager des femmes, notamment ici dans les métiers de la sécurité, eh bien, ne mettez pas toutes les affiches où vous avez sisement, on recrute des agents de sécurité. Là, ça s'est beaucoup vu parce que c'était les Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Olympiques à Paris, on a besoin d'énormément de personnes qui travaillent dans la sécurité. Moi, j'ai vu comment on avait à la fois de la représentation visuelle mixte, des affiches où on a des hommes et des femmes, et souvent le recours à une écriture inclusive. Alors là, on recrute des agentes de sécurité avec des points médians en bas. Parfois, c'est des parenthèses, peu importe. Mais c'est un exemple très concret qui montre si la RATP le fait. C'est pas pour juste parce que ça lui fait plaisir, c'est parce que ça a un impact concret sur le nombre de femmes qui postulent. Et l'exemple d'à côté, c'était plus un truc sur les stéréotypes. Et vous remarquerez que souvent, quand des lectrices ont craqué pour un livre, c'est de la romance. Et quand les lecteurs ont craqué pour un livre, c'est des polars. Alors que la plupart des lecteurs sont des lectrices de toute façon, que la majorité des gens qui lisent des polars sont des femmes. Donc c'est intéressant aussi de se dire, si on a un livre féministe sur une table où il y a écrit, comme c'est le livre de Léa Salamé, a inspiré 200 000 lectrices, est-ce qu'un homme va prendre le livre et le lire ? Je vois une tête qui fait non. C'est dommage, parce qu'en l'occurrence, c'est précisément... Alors, c'est cool que des femmes lisent des histoires de femmes inspirantes, mais on a précisément besoin que les hommes lisent les histoires de femmes inspirantes pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui a été compliqué dans leur parcours, etc. Donc, comme quoi, juste un simple mot sur une jaquette de livre, en fait, va déjà créer une barrière, alors qu'on aurait pu tout à fait avoir une autre formulation, le livre qui a inspiré 200 000 personnes. Oui. Merci pour cette... vous nous avez un petit peu ouvert les chakras là, sur cette communication inclusive.